Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite, le géant à deux têtes. Si on se réfère au récit historique, l'existence de géants ne serait pas seulement une fantaisie. Le 27 juin 1940, Robert Pershing Wadlow de l'Illinois a été mesuré à près de 2,74 m de hauteur. Il ne lui manquait que 26 cm pour atteindre les 3 mètres, ce qui en faisait un géant bel et bien réel. Mais au-delà des cas de troubles médicaux bien documentés, il existe des récits historiques qui laisseraient suggérer qu'il existait de véritables races de géants et non pas quelques cas isolés. Dans les années 1520, Fernand de Magellan a exploré pour la toute première fois le littoral de l'Amérique du Sud. Lui et son équipage ont été témoins de la présence d'êtres massifs lors de leur voyage. Et l'un des hommes de l'expédition, Antonio Pigafetta, a consigné son récit de l'observation de ces prétendus géants en Patagonie 2 fois plus grands que des humains normaux. Selon Antonio, Magellan a envoyé un homme rencontrer le géant et celui-ci arrivait à peine à la taille du géant. Personne ne sait ce qu'il est advenu de ces mystérieux géants, mais les explorateurs portugais étaient catégoriques, ils existaient. Et en 1673, des marins espagnols ont raconté qu'ils ont capturé un géant à 2 têtes. Les marins auraient tué la créature avec une lance, puis auraient attaché son corps au grand mât de leur navire. C'était une créature énorme qui mesurait selon les récits plus de 3,50 m de hauteur avec 2 têtes sortant de son torse. Une autre version de l'histoire raconte que la créature était déjà morte lorsque les Espagnols l'ont trouvée. Ils auraient donc conservé son corps et ils auraient appelé le géant décédé Cap d'Oie. Il n'y a pas de traces confirmées de ce qu'il est advenu du géant à 2 têtes après sa rencontre avec les Espagnols, mais au XXe siècle, un corps est apparu aux États-Unis et l'homme qui le possédait prétendait que c'était le légendaire Cap d'Oie. Je sais, cela paraît fou, mais c'est bien vrai, et le corps d'ailleurs existe toujours, et en voici les images. D'ailleurs, elles sont un tout petit peu glauques. Il a été exposé dans divers musées pendant près de 50 ans, puis il a été acheté par Lord Thomas Howard en 1959. Aujourd'hui, le corps du géant à 2 têtes est toujours exposé. Il fait partie de la collection de Bob's Sideshow à Baltimore, et selon Bob's Sideshow, Cap d'Oie a été rapporté du Paraguay en Angleterre au début des années 1800 par le capitaine George Bickle. Il aurait été prétendument conservé en toute sécurité en Amérique du Sud depuis que les Espagnols l'avaient découvert. Mais s'agit-il vraiment d'un géant momifié à 2 têtes? Pour que Cap d'Oie soit authentique, il faudrait supposer 2 scénarios assez improbables. Des jumeaux parapages dicéphaliques, un type rare de jumeaux siamois, unis latéralement avec 2 têtes sur un seul corps, nés avec le trouble du gigantisme, et ont surmonté tous les problèmes de santé pour devenir des adultes en bonne santé. Bien que possible, cela rend l'histoire très improbable et nécessite des preuves supplémentaires. Le corps aurait été examiné par des médecins dans les années 60 sans signe évident de falsification selon les rapports de l'époque. Aucun autre expert ne semble avoir vérifié l'authenticité ou les exigences anatomiques nécessaires pour survivre en tant que jumeau parapage dicéphalique. Un autre problème est l'association avec un certain P.T. Barnum, homme de spectacle, homme d'affaires et homme politique au XIXe siècle, connu pour ses spectacles dans lesquels il présentait des créatures ou des objets qu'il prétendait être les restes de créatures mythiques ou provenir de pays lointains, comme par exemple ces sirènes des Fidji. Et bien que scientifiquement possible, l'improbabilité du scénario, l'association avec Barnum et l'absence d'examen récent suggèrent que Cap d'Oie est probablement un canular. En tout cas, jusqu'à examen supplémentaire. Les mastodontes de la Grèce antique. Qu'est-ce qu'un mastodonte préhistorique a en commun avec un cyclope de la mythologie grecque? Il pourrait bien avoir été la même créature. Et vous allez comprendre pourquoi. En Grèce, les gens croyaient que les cyclopes étaient bel et bien réels. Chaque cyclope géant possédait un seul œil au milieu de son énorme visage. Ils étaient des monstres qui festoyaient sur les voyageurs égarés dans leur territoire interdit. Les énormes cyclopes à un œil étaient de véritables cauchemars pour les habitants de la Méditerranée. Mais les cyclopes ont-ils réellement existé? Ont-ils été inventés par des peuples anciens qui ont découvert des crânes de mastodontes préservés? Aujourd'hui encore, on trouve des os de mastodontes en Europe, comme il y a quelques années, lorsqu'un éléphant gigantesque a été découvert dans le nord de la Grèce. Les scientifiques ont trouvé ces défenses qui mesuraient près de 6 mètres de long. Il y a environ 20 millions d'années, les mastodontes étaient présents partout dans le monde. On en trouvait en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Grèce et en Amérique du Nord. Et le dernier d'entre eux ne s'est éteint qu'il y a environ 10 000 ans, et il ressemblait beaucoup au mammouth, sauf qu'il n'avait pas de fourrure.
Mais je vous vois venir, bande de rabat-joie. Vous vous dites peut-être qu'il est impossible de confondre un éléphant géant avec de longues défenses et un géant humain avec un énorme œil unique. Vous changerez peut-être d'avis en voyant à quoi ressemble un crâne de mastodonte. Il y a une dépression au milieu du crâne de mastodonte qui ressemble à une parfaite cavité oculaire. Les Grecs de l'Antiquité, en déterrant ces crânes dans leurs champs, auraient pu croire que ce qu'ils avaient sous les yeux étaient en réalité des crânes de géants avec qu'un seul œil, récemment décédés. À partir de là, le mythe s'est sans doute répandu. Mais ce que les Grecs ne réalisaient pas, c'est que le trou dans le crâne des mastodontes était l'endroit où se trouvait autrefois la trompe de l'éléphant préhistorique. Mais comment pensez-vous qu'on aurait pu interpréter autrement ces crânes étranges il y a des milliers d'années? Tout cela semble plus ou moins logique. En tout cas, c'est ce que suggère Adrienne Meyer, chercheuse au département des lettres classiques de l'université de Stanford, dans une étude très passionnante que je vous recommande d'ailleurs. Les licornes moches. À quoi ressemble une licorne dans votre esprit? Peut-être un étalon blanc avec une corne arc-en-ciel paradant dans un paysage féerique. C'est une image majestueuse, mais probablement assez loin de la vérité. Les licornes étaient réelles, mais apparemment elles étaient super moches. Saviez-vous que les licornes sont des créatures mythiques depuis les jours de la civilisation de la vallée de l'Indus? Elles dominaient l'Asie du Sud-Est il y a 5300 ans et les gens racontaient des histoires de chevaux à cornes. Les archéologues le savent parce qu'ils ont trouvé des représentations artistiques de licornes sur des sceaux anciens. Bien que les experts ne soient pas tous convaincus, certains croient que l'art de la vallée de l'Indus montre des licornes mythiques. Mais d'autres disent que les images sont des représentations d'Auroch, un bœuf sauvage aujourd'hui éteint. Si cette dernière est vraie, cela rend toute l'histoire de la licorne beaucoup moins magique. Étant donné que la vallée d'Indus a disparu depuis longtemps, il n'y a aucun moyen de confirmer laquelle de ces théories est vraie. Mais en 2700, avant l'ère commune, les gens en Chine ont commencé à écrire des histoires sur les licornes. Selon l'American Museum of Natural History, la licorne chinoise était une combinaison d'un cerf, d'un bœuf et d'un dragon. Elle avait également une ou deux cornes et les civilisations chinoises croyaient que les licornes étaient des créatures solitaires qui faisaient de leur mieux pour éviter tout contact avec les humains. Et il y a 2400 ans, la première observation de licorne enregistrée est apparue dans la littérature occidentale. Un médecin nommé Ctesias écrivit à propos d'un âne de la taille d'un cheval avec un corps complètement blanc, des yeux bleus, des poils rouges et une corne arc-en-ciel colorée. La corne sortait de son front et mesurait près de 60 cm de long. Les historiens pensent que ce que le médecin décrivait probablement était un rhinocéros et non une licorne magique de conte de fées. Cependant, les légendes étaient loin de s'arrêter là. Au IIIe siècle avant notre ère, les érudits étaient occupés à traduire les Bibles de l'hébreu au grec. Les traductions n'étaient pas toujours parfaites. Prenons par exemple ce mot en hébreu qui signifie auroch. Les traducteurs ont changé le mot en monokéros, ce qui signifie une corne. Ce même mot avait été utilisé pour décrire des rhinocéros, mais il s'est mêlé aux licornes. Ce qui a commencé comme une description évidente d'un bœuf est devenu une licorne. Et soudain, les licornes étaient dans la Bible. Mais savez-vous qui d'autre a vu des licornes? L'explorateur italien préféré de tout le monde, Marco Polo. Au cours de ses voyages en Asie, il prétendit avoir vu une licorne. Il la décrivit comme une bête hideuse à voir et il affirma que les licornes vivaient dans la boue et ne correspondaient en rien à ce que racontaient les légendes. Je vous l'avais dit, les licornes sont bien réelles, mais elles sont moches. Marco Polo décrivit la véritable licorne comme ayant une seule corne noire, des poils comme un buffle et des pieds comme un éléphant. Ça ne ressemblerait pas à un rhinocéros à tout hasard? Vous l'aurez compris, en résumé, les licornes telles que nous les imaginons aujourd'hui sont un mélange de diverses créatures mythiques et réelles, souvent confondues avec des animaux comme le rhinocéros. Les loups-garous de l'histoire ancienne. Les loups-garous marchent parmi nous. Peut-être que vous n'en avez jamais vu et peut-être que vous n'en verrez jamais. Mais avez-vous déjà été dehors, seul la nuit, et ressenti un regard affamé dans votre dos? Peut-être qu'un loup-garou vous observait. Il existe de nombreux exemples dans l'histoire ancienne de loups-garous terrorisant des villes entières. Au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, la croyance en des bêtes mi-hommes, mi-loups était très répandue dans toute l'Europe. Certaines personnes ont même avoué se transformer en loups-garous et dévorer des enfants. Prenons l'histoire de Thiès de Kaltenborn, certainement le loup-garou le plus célèbre de l'histoire comme exemple. Il vivait en Livonie, en Suède, au XVIIe siècle.
Ses voisins le croyaient loup-garou et il affirmait qu'il avait acquis sa capacité de se transformer en monstre en passant un pacte avec le diable. Ah bon, moi je pensais qu'en passant un pacte avec le diable, on se transformait en politicien, mais bon. Et lorsque les autorités locales se sont intéressées au cas de Thiès, le loup-garou, ils n'étaient pas trop inquiètes. Thiès avait déjà plus de 80 ans et était lycanthrope depuis des années. Mais il aurait peut-être pu s'en sortir s'il n'avait pas fait ce qu'il fit en 1691. Thiès confessa volontiers aux autorités qu'il traînait avec une meute de loups-garous. Je ne sais pas si cela compte comme une activité de gang ou non. Il racontait qu'ils se transformaient en animaux le jour de la Sainte-Lucie et la nuit du solstice d'été. La manière dont ils effectuaient leur transformation n'est pas celle que vous voyez dans les films. Thiès racontait que sa meute de loups-garous se déshabillait complètement, ça commence bien. Ensuite, ils s'enroulaient dans des pots de l'eau magiques. C'était le seul moyen pour eux de se transformer. Une fois transformés en loups, ils parcouraient la campagne, mangeant des animaux de ferme et parfois des enfants. Mais ne vous inquiétez pas, Thiès affirma que lui et ses camarades loups-garous étaient des agents de Dieu. Ils étaient les gentils, selon ses paroles. Ils se rendaient également en enfer, combattaient le diable et luttaient contre les sorcières. Il est allé un tout petit peu trop loin dans sa vieillesse, et les habitants de Livonie pensaient qu'il était fou. Ils l'ont fait fouetter, exilé, et ce qui est arrivé au prétendu loup-garou après cela reste inconnu. La revanche du Kraken. Le Kraken est réel et nous avons des preuves, enfin presque. Il y a un sous-marin qui repose au fond de la mer, au large des côtes de l'Écosse, et ce sous-marin a peut-être été victime d'une attaque de Kraken. L'épave a été récemment découverte par des ingénieurs marins travaillant sur un programme d'énergie renouvelable. Les employés de SP Energy Network effectuaient une étude des fonds marins près de la côte de Wingtownshire lorsqu'ils ont trouvé l'épave hantée d'un navire vieux de 100 ans. Et les images du sonar ont révélé que le sous-marin était presque entièrement intact. Bien que les experts n'aient pas confirmé son identité à 100%, les archives historiques montrent qu'il ne peut s'agir vraiment que d'un seul sous-marin. Il a été trouvé exactement là où le sous-marin allemand UB85 a coulé après avoir été attaqué par un monstre marin. En tout cas, selon les dires du capitaine et de l'équipage du sous-marin. Mais où exactement est née la légende du Kraken ? Si vous voulez savoir où tout a commencé, il faut se tourner vers les Vikings de Norvège il y a plus de 800 ans. Il y avait beaucoup d'histoires sur les monstres marins avant les Vikings, et même la Bible parle du Léviathan, une créature épique des profondeurs marines. Mais le Kraken spécifiquement est une création nordique apparaissant dans leurs sagas les plus célèbres. Selon les Vikings, le Kraken était un monstre énorme qui créait des tourbillons pour renverser les navires. Il ressemblait à un calmar géant, une entité féroce des abysses les plus sombres de la création. Et les gens qui ont vu le Kraken affirmaient qu'il mesurait 15 mètres ou plus. Et tous les récits historiques de rencontres prétendument réelles avec des Kraken semblent s'accorder sur un seul élément. La créature sentait terriblement mauvais, et elle dégageait une odeur si atroce qu'elle attirait les poissons à la surface de la mer. Mais comparé à certaines des créatures mythiques folles dont on a parlé aujourd'hui, le Kraken ne semble pas si incroyable. Honnêtement, il semble que les pêcheurs nordiques voyaient un véritable animal marin. Les scientifiques d'aujourd'hui pensent que le mythe du Kraken a été inspiré par les gens qui voyaient de vrais calmars géants. Si vous étiez un viking et que vous voyiez un calmar géant, vous penseriez probablement que vous regardiez un monstre alien d'une autre dimension. Mais saviez-vous que les scientifiques n'ont filmé un calmar géant pour la première fois qu'en juillet 2012 ? La chercheuse océanique Dr Edith Witter a filmé la première vidéo d'un calmar géant vivant à 600 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique. C'était un événement tellement important que la vidéo a été diffusée sur la chaîne Discovery et dans de nombreux autres documentaires. Mais pensez à quel point un animal doit être rare pour qu'il ne soit filmé qu'il y a une décennie pour la première fois, même à l'époque moderne. Le calmar géant filmé dans la vidéo ne mesurait que 9 mètres de long, et ce n'est même pas très grand. C'était pratiquement un gringalet. Les calmars géants peuvent atteindre plus de 17 mètres de long, rôdant furtivement dans les abysses les plus noirs des océans du monde. Et même si on suppose que ce que les Vikings voyaient étaient des calmars géants, comment expliquer ce qui s'est passé le 30 avril 1918 ? Ce jour-là, l'équipage britannique du HMS Coréopsis a coulé le sous-marin allemand UB85 dans une rencontre assez bizarre. L'équipage du bateau patrouille britannique a été surpris de trouver le sous-marin vulnérable à la surface.
Dans la plupart des cas, les sous-marins allemands restaient dissimulés sous les vagues. C'était presque une victoire trop facile. Et lorsque le capitaine du Coréopsis a interrogé le commandant du U-boat, il a entendu une histoire qui deviendrait légendaire pour la Première Guerre mondiale. Le commandant allemand affirmait que alors que son sous-marin rechargeait ses batteries, une bête les a attaqués des profondeurs. Et il était énorme, avait des yeux massifs et des cornes qui sortaient de son crâne. Il ressemblait à un démon aquatique. L'animal aurait été si grand qu'il aurait forcé le sous-marin à s'incliner, ce qui signifie que le navire a pris l'eau et a penché d'un côté. L'avant du sous-marin aurait été complètement endommagé et lorsqu'il a terminé de déchirer le sous-marin, le commandant a été contraint de faire surface. Ils auraient subi des dégâts si importants qu'ils ne pouvaient plus plonger. Et c'est alors que les Allemands auraient été capturés par les Britanniques. Mais gardez à l'esprit que même si cette histoire est très répandue, il n'existe aucune preuve concrète pour la soutenir. Les gorilles mangeurs d'hommes. Vous pourriez être surpris d'apprendre que les gorilles n'ont commencé à exister officiellement pour le monde occidental il n'y a pas si longtemps. La science et notre compréhension de la nature ont eu un départ assez lent. Il y a quelques centaines d'années, personne ne croyait en l'existence des gorilles. Et même ceux qui pensaient qu'ils pourraient être réels les voyaient comme des monstres sauvages, soit comme une espèce étrange d'humains vivant dans la jungle africaine. Je veux vous ramener à la première observation connue d'un gorille en 500 avant notre ère. Un explorateur de l'Empire carthaginois nommé Hannon le Navigateur entreprit une expédition le long de la côte ouest africaine. Et il est arrivé dans un endroit qui plusieurs siècles plus tard serait appelé Sierra Leone. Et selon les témoignages des membres de l'expédition de Hannon, ils ont rencontré un groupe d'humains purement sauvages. Ces créatures étranges ressemblaient à des personnes, mais étaient bestiales, recouvertes de poils noirs et épais. Les Carthaginois ont nommé ces monstres terrifiants gorillés, mais on ne sait pas exactement quelles créatures ils ont rencontrées, peut-être que c'était une autre espèce de singe. Mais quoi qu'ils aient trouvé, les Carthaginois auraient supposément massacré une poignée d'entre eux et ramené leurs peaux à Carthage. Ces peaux sont restées exposées jusqu'à ce que Carthage soit détruite par Rome 350 ans plus tard. Et petite info, gorillé signifie tribu de femmes poilues. La mention historique suivante des gorilles n'est venue qu'en 1625. Un certain Andrew Battel, qui était un voyageur anglais, a été capturé par les Portugais en Angola. Pendant ses épreuves en Afrique, il a noté tout ce qu'il a vu. L'une des choses qu'il a observées était une créature qu'il a nommée Pongo, et selon Andrew, le Pongo avait toutes les proportions d'un homme, mais était plus grand comme un géant. Il était poilu, de couleur sombre, et tuait souvent les membres des tribus lorsqu'ils s'aventuraient dans la forêt. Andrew a même raconté que les tribus locales n'ont jamais capturé de Pongo vivants ni essayé de les chasser parce qu'ils étaient aussi forts que 10 hommes. Les gens en Europe prenaient cela pour un mythe, et un siècle et demi plus tard, les gens ne croyaient toujours pas que le gorille était réel. Et ce n'est qu'en 1847 que le naturaliste Jeffrey Wyman a décrit le gorille de l'Ouest à partir de spécimens rapportés en Europe depuis le Liberia d'aujourd'hui. Puis, en 1902, le gorille de montagne a été découvert. Les sirènes du Canada. Selon tous les biologistes de la planète, les sirènes n'existent pas. Mais si elles n'existent pas, comment expliquer les mythes sur les sirènes du monde entier? Il y a 5000 ans déjà, les Babyloniens adoraient un dieu poisson nommé Oannes ou Ouana, et c'était un homme poisson, l'un des nombreux dans le monde antique. Dans les siècles qui ont suivi, les Philistins, les Assyriens et les Babyloniens ont inventé leur propre déesse sirène nommée Atargatis. Et dans la Grèce antique, ils avaient le dieu Triton qui était un homme poisson. Au Japon, ils croyaient en une créature ressemblant à une sirène appelée Ningyo. C'était une abomination poisson humain combinée avec un singe. Les pêcheurs croyaient que si vous pouviez attraper un Ningyo et le manger, vous deviendrez immortel. Et en Écosse et en Irlande, le folklore regorge de sirènes. Ils sont appelés Selkies, des hybrides humains-phoques, et dans les deux cultures, les Selkies sont considérés comme à la fois magiques et destructrices. Ils portent la peau de phoque comme un costume et ont des jambes en dessous, portant la peau de phoque comme un pantalon pour faciliter la nage. Les Selkies peuvent donc retirer leur peau de phoque et marcher sur terre. Et la légende raconte que si vous arrivez à attraper une Selkie femelle sur terre, elle ne pourra jamais retourner à l'eau et sera liée à vous comme votre femme pour toujours. Ces histoires apparaissent dans le monde entier. En Afrique, les créatures mi-humains, mi-poissons sont appelées Mamiwata. Le mythe existe depuis si longtemps qu'il est un peu différent selon le pays africain dans lequel vous vous trouvez.
Certains croient que Mami Wata est une déesse sirène. D'autres pensent qu'il y a plusieurs Mami Wata et qu'elles sont plus des esprits de l'eau que des dieux à part entière. Et regardez cette femme ici, assise paisiblement sur un rocher, jouant avec ses cheveux blancs. Ceci serait apparemment la seule photographie d'une sirène qui existe. Remarquez qu'elle n'a pas de jambes, mais elle a une grande queue de poisson écailleuse. C'est une photo prise par un passager d'un ferry en 1967. Je sais que c'est très difficile à croire, mais c'est une véritable photographie, gracieusement fournie par les archives du Times Colonist. Elle a été prise alors que le ferry passait par Active Pass, à côté de l'île Maine, près de Victoria, en Colombie-Britannique. Selon les récits de l'époque, la sirène se prélassait sur les rochers à la vue de tous les passagers du ferry. Et tellement de gens ont vu la sirène qu'elle est apparue dans le Daily Colonist le lendemain. Le journal a inclus une photographie prise par George Harrison, un visiteur de Sioux City dans l'Iowa. Et selon les témoins oculaires, la sirène ne faisait pas que se détendre sur les rochers. Elle mangeait apparemment un poisson. Et ceux qui étaient sur le ferry en regardaient avec dégoût et curiosité, tandis qu'elle mordait un saumon cru selon leur dire. Certains racontent que c'est un canular, d'autres disent que c'était un coup de publicité fait par les locaux pour attirer les touristes. Et dans les jours qui ont suivi, le journal local a offert une récompense de 25 000 $ pour quiconque pourrait trouver une preuve de la sirène. Personne n'a jamais réclamé l'argent et personne n'a jamais revu la sirène. Et ce qui se passe sur cette montagne de l'Alaska terrifie tout le monde. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.